Oui, c'est moi qui j'ai une position assez difficile, c'est de dire comment faire, le que faire donc par rapport à ce qui vient d'être énoncé. Alors, je nuancerai quelques points, notamment ce que tu dis, Ulf. Il ne faut pas uniquement prendre la position mainstream des économistes pour dire qu'il n'y a pas de coopération théorisée en économie. C'est faux. Et historiquement, c'est faux. Même dans les années 30, sur les formes d'entreprise, il y avait des réflexions, notamment des commissaires américains institutionnalistes, sur les formes d'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on a oublié donc une partie des pans historiques que ça n'existe pas. De même, et sur certains éléments, par rapport à ce que disait Anne sur la question démocratique, moi je m'appuie souvent sur le dernier article de Gord où il parle de décroissance. La question de la décroissance aujourd'hui est un objectif politique, parce que si on ne le fait pas, elle nous sera imposée et il y aura des modèles autoritaires qui vont s'imposer. Et donc, on a un choix d'organisation politique, sinon, on n'aura plus le choix et s'imposeront des modèles autoritaires par rapport à nous. Donc ça, c'est une chose que je peux le dire avant de commencer mon introduction. L'autre élément, c'est que le découpage n'existe pas, mais pourtant, dans une logique vraiment alors, pour moi, la décroissance, la seule qui est vraiment intéressante et qui est pertinente, c'est celle de Rogern Georgescu. C'est lui qui a introduit la première fois donc, cette notion de décroissance, parce que tout justement, il a une vision systémique de tout ce qui relie les activités humaines et les activités écosystémiques. Et que, en fait, c'est un fait scientifique. C'est Nature qui avait parlé des premiers risques d'effondrement, donc il y a 5-6 ans, avec les scénarios possibles. C'est un fait scientifique, c'est pas un fait politique, c'est pas les sciences humaines qui nous disent ça, c'est que le risque d'effondrement, il est là. Et donc, par rapport à ça, l'économiste n'est pas au-dessus ou en dehors des écosystèmes, il est dedans. Et le problème, c'est que souvent, donc, il se met en position d'extériorité par rapport à la nature, ce qui est donc une erreur tout à fait conceptuelle que n'avait pas commis Rogan Georgescu à son époque. Donc, la question du découplage absolu est une nécessité. Si on ne le fait pas, il s'imposera. Euh, Après, donc, on a un double objectif, c'est la question de la décroissance, de l'empreinte écologique. Alors, peut-être que ce n'est pas le meilleur, mais au moins, ça permet d'englober tellement de choses qu'on sait qu'à partir de ça, donc, on sait d'où on va aller. L'autre élément important qu'on n'a pas cité, c'est la question de la transformation sociale, de l'émancipation et de la rupture en termes donc des modes de régulation de la société. Moi, je suis à la fois régulationniste et de l'école des conventions. Le PIB est une convention. Donc, on peut la modifier, on peut redéfinir différemment la notion de ce qu'est la richesse, notamment même parce que disait Tim tout à l'heure sur la question des services publics. Il faut savoir que le PIB est à la fois donc non marchand et marchand. Même si majoritairement il est marchand, il y a tout un pan qui est non marchand, et cette partie non marchande du PIB, il faut qu'elle progresse. Et ce n'est pas uniquement les services publics, c'est aussi donc tout ce qui est les services des associations qui sont inclus dans le PIB et qui ne sont pas quelque chose de minoritaire, mais qui croient aussi. Donc, cela étant dit, donc, quels sont pour moi ce qu'il faut faire? Pour moi, donc, il y a 5 piliers que je vais lire assez rapidement. D'abord, il y a une politique d'investissement ciblée répondant aux urgences des crises écologiques. Ensuite, il y a une réforme sociale mettant en son cœur le revenu social garanti ou le revenu d'existence. Donc ça, c'est à voir comment on voit les choses pour une nouvelle donne sociale. Troisième pilier, c'est une politique de connaissance et de coopération sociale. Quatrième pilier, une politique de réaménagement des territoires ciblée sur la relocalisation. Et enfin, quelque chose qui est assez souvent pas mis en avant, c'est la singularisation des activités et une nouvelle articulation institutionnelle qui mettent au centre la production des biens. Ça, c'est mon côté régulationniste. Comment on modifie les rapports sociaux de consommation et de production? Les rapports sociaux de production et de consommation ne sont pas forcément de nature capitaliste. Ils sont comment on les détermine. Et ce n'est pas forcément non plus ceux qui ont été faits par les communistes qui sont une alternative à la question donc du risque d'effondrement. Alors, sur le premier point, je vais aller assez rapidement. Le premier pilier, puisque tout le monde enfin, notamment dans la primaire des écologistes, tout le monde disait la même chose, c'est la question de la sobriété. Donc, il y a des scénarios, il y a Négawatt. On sait qu'il faut agir sur les transports, il faut agir sur les bâtiments, sur la production énergique, sur l'industrie. Donc, tout ça, c'est assez bien documenté, donc je ne vais pas insister là-dessus. Le deuxième, c'est la question donc, des rapports sociaux de production et de consommation. Comment on passe donc d'un système compétitif à un système de coopération? Alors là, un des premiers éléments qui est un peu la faiblesse des écologistes, c'est qu'il fait inventer un nouvel imaginaire. Souvent, donc, je prenais l'image. Alors d'abord, il faut comprendre quel est l'imaginaire de la période fordienne, de la période de la croissance, où vraiment il y avait réduction des inégalités, il y avait une augmentation donc, de la richesse de tout le monde, y compris des plus pauvres. Le paradigme dominant, c'était le paradigme
Ford, Fordien, Fordiste, automobile, individualité du transport en commun, mise en place de la chaîne de production Fordiste, donc la production de masse, l'augmentation des masses salariales, donc c'est Ford qui augmente le salaire des ouvriers. Donc on avait tout un système tout à fait cohérent qui crée un imaginaire et qui est encore conscient dans beaucoup de sociodémocrates, c'est revenir donc à l'âge d'or de la période des Trente Glorieuses. Il faut qu'on invente un autre paradigme par rapport à celui-là. Donc moi, je mets souvent en avant celui du logiciel libre qui est fondé sur la coopération. Je vais revenir là-dessus. Alors, remettre en place donc un système donc de coopération, c'est aussi donc de voir la relation entre la rémunération et les activités. Il y avait donc une erreur qu'avait commise, à mon avis, Delphine Batho aux journées d'été de LV, donc vous ne l'avez pas forcément vu. Elle disait qu'elle liait décroissance et centralité de la valeur travail. Ça, c'est une erreur énorme. C'est un des grandes avancées que Gorz a fait dans sa sortie donc du marxisme, dans sa sortie donc de la sphère marxiste, c'est de revenir donc au fait qu'il faut revenir à la centralité de la valeur travail, qui avait déjà été remis en cause par Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sociétés ne veulent pas être basées sur… Alors, quand on parle de centralité de la valeur travail, notamment Hannah Arendt, elle distingue bien les deux formes de travail qui sont la poésie et le poney. C'est-à-dire entre le travail créateur de richesse et le travail aliénant, ou ce que disait aussi Gorz, travail autonome, travail hétéronome. Donc, c'est important de mettre en place un revenu social garanti, un revenu d'existence, parce que ça permet de dissocier la question de l'activité de la question de la rémunération. Donc, la question du revenu, de la question donc de ce que l'on fait. Donc, ça, c'est un élément très important. Et si on n'arrive pas à mettre en place une telle rupture à travers donc, un dispositif comme le revenu social garanti ou le revenu d'existence, on reste enfermé donc dans un système assez classique, donc, qui peut avoir des visions social-démocrates, y compris chez certains marxistes qui continuent encore à rester sur la centralité de la valeur travail parce qu'ils considèrent que c'est la source de toute richesse. Mais il devrait relire Marx, notamment dans sa critique lui-même, dans les Grundrisse, où il parle du dépassement de la valeur travail, donc quand le travail devient directement force de production directe. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'on reste encore dans un système assez capitaliste. Le troisième élément, c'est la question de l'émancipation et de la transmission des savoirs. C'est là où les logiciels libres est très intéressant. La grande innovation du logiciel libre, en fait, c'est l'invention du concept de copyleft. C'est quoi le copyleft? C'est de détourner le concept de copyright, donc de la propriété intellectuelle, pour dire que, bien sûr, à la base, il y a toujours des gens qui ont des innovations, mais il y a une obligation de partager ces savoirs et de diffuser ces savoirs. C'est ça qui est à travers la copyleft. Et la copyleft donc, permet donc alors, au départ, donc, elle a été inventée pour les logiciels. Historiquement, c'est Stallman qui se retrouvait bloqué avec sa machine, son imprimante qu'il ne pouvait pas réparer parce qu'il y avait des droits d'auteur, des copyrights sur le logiciel d'exploitation, et il a inventé donc toute une économie du logiciel à partir de ça. Mais ce qui est important vraiment, c'est que le copyleft oblige à la coopération. Et que ce que montre aussi, donc, notamment dans toutes les années 90 et les années 2000, c'est que les logiciels libres ont pris le dessus sur pas mal de logiciels propriétaires, et même des gens comme Bill Gates donc, ont quitté Microsoft pour aller faire de l'argent sur d'autres choses. Donc, obliger à la coopération, c'est très important. Alors, cette question est relativement ancienne de la coopération et du fait qu'on a enlevé les savoirs des ouvriers dans la production de masse. Dans la production artisanale, l'élément important, c'est que le fait que les gens sont propriétaires de ce qu'ils font, ils ne sont pas dépossédés de ce qu'ils font. Et c'est pour ça aussi qu'il faut donc mettre en cause le salariat et mettre en cause donc ce qui est lié au salariat, qui est le contrat de subordination. C'est-à-dire que quand on est passé donc du droit civil au droit du travail, en même temps, on a abandonné donc la question de la subordination, enfin, on a introduit la subordination et en même temps, on a abandonné la liberté de ce que l'on faisait. Pour une raison très simple, c'est qu'à un moment, donc, le travailleur n'était pas libre, il était totalement donc, soumis, donc c'est une des formes de soumission qui a été mise en avant par Marx, était soumis donc, à l'entreprise, il est obligé de vendre sa force de travail pour avoir une rémunération. Mais tout ce processus donc, de perte en liberté et donc de garantie qui a permis d'ailleurs aussi les Trente Glorieuses, c'est-à-dire qu'on perdait la liberté de ce qu'on possédait, mais au moins on avait le salaire qui augmentait. Donc ça, c'est un élément très important. Donc cet élément-là, souvent, on l'oublie, c'est que la propriété de ce que l'on fait.
Et l'avantage donc de la copylèvre, c'est que ça garde aussi donc cette propriété-là. Alors, donc, je vais déjà parlé du général intellect de Marx, donc ça, c'est un élément très important, mais peut-être qu'on y reviendra dans le débat. Le quatrième pilier qui est assez important, c'est la question de la territorialisation de l'économie plutôt que de la relocalisation. La territorialisation de l'économie, l'avantage que ça, c'est que ça permet donc de partir de la réalité des territoires, et c'est à partir de la réalité de territoire que l'on peut définir les usages, que l'on peut définir donc les propriétés, que l'on peut définir les acteurs, que l'on peut construire l'autonomie. Donc ça, c'est aussi un élément très important chez Gorz, c'est mettre en place un secteur autonome de l'autoproduction non marchande. Tout cela donc doit être aussi développé et c'est pas assez mis en avant par les écologistes, cet aspect-là. Parce que l'écologie sociale, elle s'oppose à la gestion centralisée de la production. Et réfléchir à partir du territoire permet de sortir de cette question donc là de la centralisation de la production. Alors ça concerne bien sûr le secteur agricole, parce qu'aujourd'hui le secteur agricole est construit de la même manière que le secteur industriel. Ça veut dire qu'on ne fait pas une production agricole pour son territoire, mais on le fait donc pour l'extérieur, pour l'exportation, et que donc ça, il faut le remettre en cause, il faut ramener l'agriculture à son territoire. Alors pareil, c'est que dans un territoire, donc, un revenu garanti permet aussi donc de socialiser, de solvabiliser une partie des activités à travers les revenus. Alors là, on pourrait introduire aussi la question des monnaies locales. Une monnaie locale de territoire, notamment comme le SCHCO au Pays Basque, c'est très important parce que ça permet aussi donc d'assurer donc ce à quoi doit servir la monnaie, pas uniquement accumuler donc comme le disait Aristote du capital, repris d'ailleurs par Marx, mais ça permet surtout de favoriser les échanges. Et donc une monnaie locale territorialisée et en plus fondante permet de faciliter les échanges qui existent par ailleurs. Et donc, ça permet de solvabiliser des services, des relations non marchandes qui ne sont pas celles qui ne sont pas incluses dans le PIB, comme tout ce qui est lié au bricolage, tout ce qui est lié donc aux relations de voisinage. Donc, tout ça pourrait être favorisé par la mise en place de monnaie locale. Alors, le dernier, je ne sais pas, ça fait longtemps que je parle déjà, je vais terminer donc sur le dernier élément. Qu'est-ce qui peut permettre donc vraiment de dépasser tout cela? C'est la question de la production. Il n'y a pas d'écologie sans production, il n'y a pas d'économie sans production. Adam Smith est parti de la production, Marx est parti de la production. Il n'y a que les économistes d'aujourd'hui qui parlent de modèles mathématiques, mais pas de la production. Où il faut aller chercher les physiciens qui parlent des relations physiques et pas des relations purement produites par les marchés financiers. Et par rapport, je crois que c'était Tim Wan qui avait parlé de ça, la différence entre dématérialisation et immatérialisation. L'immatérialisation, c'est que ce qui est au cœur donc, du capitalisme, c'est de faire croire qu'il peut y avoir donc, de la production de richesse sans matière. Alors que la dématérialisation, c'est la réduction donc, du contenu en matière de ce que l'on produit. Il n'y aura pas de société donc totalement immatérialisée, donc à moins qu'un jour on arrive à sortir la pensée des êtres humains, donc il y en a qui pensent à cela, mais il y aura toujours une composante physique, physiologique, donc dans n'importe quel type d'activité. Et c'est ça qu'on doit dématérialiser. Mais l'immatérialisation est une fiction qui permet donc d'alimenter donc une croissance infinie du capitalisme financier, du capitalisme immatériel, du capitalisme vert, du capital cognitif, comme l'avait si bien nommé donc, Yann Muley-Boutan. Ça, c'est une fiction. Par contre, il faut revenir à la question de la production. Et quelque chose qui peut nous permettre de nous aider à sortir par le haut, c'est la question du Fab Lab. Peut-être que les Fab Labs peut être la nouvelle manière donc, de revoir donc, la question de la production, la question de la territorialisation, la question de la coopération. Alors, quand je parle de Fab Lab, c'est comme quand je parle de logiciel libre. Souvent, donc, on ne voit que le côté fétiche de l'objet. Pareil, donc, des concepts très importants que les écologistes et les économistes devraient se réapproprier, c'est la notion de fétichisme de la marchandise, de fétichisme de la monnaie. C'est-à-dire qu'on croit que c'est l'imprimante 3D qui fait le Fab Lab. Non. Ce qui fait le Fab Lab,
c'est la charte qui va avec, c'est le fait de l'obligation de la coopération. Et le Fab Lab est aussi basé sur la question donc, de la copyleft par rapport au copyright, c'est-à-dire donc à l'obligation de diffuser ses savoirs, à l'obligation de faire de la coopération et à l'obligation du partage. C'est ça qui est très important. Et surtout, ce qui est important dans la question de la production, c'est qu'il n'y a pas que fabriquer l'objet, il y a aussi concevoir le projet. Et en fait, la partie la plus importante dans le Fab Lab, c'est dans les schémas qui permettent de produire des objets. Donc, c'est là que c'est important d'avoir une coopération. Et le Fab Lab a la capacité de produire des objets adaptés aux personnes, d'avoir des produits singuliers, d'avoir des produits qui permettent donc de faire un recyclage de manière très importante, et en fait de mettre en place donc une réelle économie circulaire. Et aussi donc un autre élément important aussi, c'est la question de l'économie à fonctionnalité dont je n'ai pas parlé. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas la propriété des choses, c'est l'usage des choses. Et donc, un vrai Fab Lab, c'est-à-dire une vraie coopérative donc, de producteurs-consommateurs. L'autre élément important aussi, c'est que ça met en lien la production et la consommation. Ça, c'est pareil, c'est le capitalisme, c'est la Révolution française qui ont séparé ces deux activités de consommation et de production, qui ont supprimé l'artisanat pour en faire donc pour la manufacture. Tout cela, donc, le Fab Lab permet de remettre de l'humain dans une des relations les plus naturelles qui soient, donc qui sont les relations de production. Le Fab Lab permet aussi donc de rapprocher la production et la consommation, ça je l'ai dit, donc il n'y a pas forcément, ça permet de territorialiser la production, ça permet de passer donc de la production de masse à la production donc à l'individu, à la personne. Et en plus, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une logique fractale dans la question du Fab Lab, c'est-à-dire que ce qui marche à la fois pour l'objet final marche aussi pour les composantes. Par exemple, un des éléments très importants aujourd'hui de cette économie de masse, c'est tout ce qui est produit autour d'Arduino, qui est la partie électronique de cette économie, donc de la production de proximité. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps parce que je vais parler des limites. Il me reste quelques temps ou je… 2 minutes. Disons 2 minutes. Bon, je vais dire donc les trois difficultés, les trois contraintes à desserrer et je vais m'arrêter ici. La première chose, donc, c'est la question de la construction de la majorité culturelle pour éviter les solutions autoritaires. Je trouve que malheureusement, donc, dans le débat de la primaire des écologistes, on était trop dans le fait qu'il faut le faire et pas assez dans la construction de la majorité culturelle. Même si ce qui est important dans ce débat de la primaire des écologistes, c'est qu'on a une certaine unité d'analyse des choses et ça, c'est déjà important. Le deuxième élément aussi très important, c'est de partir uniquement de la France et de comprendre qu'un des éléments qui pose une difficulté, qui n'est pas souvent mis en avant, c'est la question aussi donc, du système monétaire mondial, du fait du rôle du dollar, du rôle donc, des États-Unis dans ce qui explique donc l'accumulation infinie du capital à l'échelle planétaire. Et que si ça ne se fait pas donc, dans tous les pays du monde, au moins ça se concentre aux États-Unis. Il y a quelque chose qui n'est pas très connu, mais en 1944, donc, au moment de Bretton Woods, il y avait le projet des Américains de Wright et il y avait le projet donc, de Keynes du Bancor qui voulait donc conditionner donc, la circulation de la monnaie internationale au Bancor qui était basé sur un panier de ressources pas uniquement l'or. Donc ça peut être une source aussi parce que l'écologie doit avoir une pensée systémique. On a trois sphères qu'on doit mettre en relation entre elles, la biosphère, la sphère monétaire et la sphère économique. Et que c'est très difficile d'articuler ces trois sphères. Souvent, on a tendance à voir que les relations d'une sphère à l'autre et jamais les trois en même temps. Et celle sur laquelle aujourd'hui il n'y a plus du tout de relation, c'est entre la biosphère et la sphère monétaire, qui avant donc, elle existait quand il y avait l'équivalent monnaie-or. Donc ça, c'est une des difficultés aujourd'hui, comment on répond internationalement à cette problématique-là. Et la dernière question, qui n'est sans doute pas la plus difficile, la problématique, c'est la question du financement. Le financement, c'est une question politique. Le Covid nous a montré que quand on veut, on suspend les règles libérales des 60% de dette, des 3% de déficit. On suspend donc, on collectivise l'économie. Qu'est-ce qu'a fait la France l'année dernière et l'ensemble des pays du monde? C'est qu'à partir du moment où on prend en charge le salaire des salariés à travers le chômage partiel ou qu'on donne des prêts pour permettre donc garantir l'activité de certaines entreprises. Donc c'est une forme de collectivisation. Donc et ça nous a coûté très très cher.
Donc, quand on veut, on peut. C'est une question d'objectif politique. Je cite souvent aussi un autre exemple, c'est quand les Américains ont voulu rattraper donc leur retard par rapport aux Soviétiques pour aller sur la Lune. D'un seul coup, on a consacré toutes les intelligences pour aller vers le projet vers la Lune. Aujourd'hui, on pourrait avoir le même objectif, on dit on veut éviter l'effondrement, donc on oriente tout ce qui est de la recherche, tout ce qui est les moyens financiers vers cet objectif-là qui est d'éviter l'effondrement de la planète. Voilà, j'étais un peu long, désolé.